Bienvenue dans l'émission littéraire de Public Sénat. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Bonheur des livres. Chaque semaine, dans cette émission, nous essayons de vous donner tout simplement envie de lire des livres et de découvrir ou de mieux connaître leurs auteurs. Nos deux auteurs de ce jour vont nous parler de la grande littérature classique. Ils le font avec des notations personnelles, des détails savoureux, beaucoup de recherche et un peu d'imagination. Et c'est bien sûr passionnant pour les deux livres. D'abord Philippe Delerme, qu'on est ravi de recevoir. Bonjour Philippe Delerme. Bonjour, merci. Très heureux de vous avoir. Vous racontez la vie du plus grand romancier, si on peut dire, de la période victorienne en Angleterre. C'est Charles Dickens. Le livre a pour titre « Le suicide exalté de Charles Dickens ». Il est publié au Seuil. Et puis vous, Kerwin Spear, qu'on est très heureux aussi de recevoir, parce que vous allez évidemment enrichir cette discussion. Vous achevez votre trilogie sur Romain Gary, avec un dernier volet qui s'intitule « Monsieur Romain Gary alias Émile Ajar », sur bien sûr cette fameuse affaire du second prix Goncourt de Romain Gary en 1975 sous ce pseudonyme d'Émile Ajar pour La vie devant soi. Alors c'est toute une histoire totalement rocambolesque, c'est de l'affaire dont on a parlé, pleine de mystère et de suspense. C'est évidemment une biographie romancée de l'un de nos plus grands auteurs français du XXe siècle, et tout cela est publié chez Gallimard. Alors Philippe Delerme, vous êtes l'auteur de romans, de nouvelles, de textes sur vent en cours, de poésie. Et en 1997, par exemple, La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules vous vaut un grand succès, comme peu d'ailleurs de poèmes en prose en ont rencontré en France. Voici donc un livre qui est consacré à Charles Dickens, mais dans lequel, j'allais dire, et vous allez nous l'expliquer bien sûr, vous nous livrez une vision personnelle de cet écrivain anglais, je le rappelle, né en 1812 et mort à 58 ans en 1870. Ça s'appelle « Le suicide exalté de Charles Dickens ». Alors évidemment, c'est un titre un peu énigmatique, vous allez nous l'expliquer, mais d'abord, tout simplement, pourquoi vous penchez. Alors, je sais que vous l'aviez déjà abordé dans des courts textes, Charles Dickens. Oui, juste pour un texte, en fait, mais c'était le titre du recueil, Dickens, Barbe à papa, parce que c'était un recueil où j'avais rapproché des choses qui se mangent et des choses qui se lisent, parce qu'elles sont toutes les deux délicieuses, et donc j'ai besoin des deux, en fait. D'accord, mais enfin, Charles Dickens, ça se lit plutôt, effectivement. Oui. Alors, là, vous nous parlez de cet auteur, d'Oliver Twist, qu'il publie en 1937, ou de David Copperfield en 1950, je crois, quelque chose comme ça. Est-ce que, d'abord, c'était un auteur que vous avez lu quand vous étiez enfant, que vous aimiez particulièrement ? C'est un auteur que j'ai lu enfant, mais j'ai continué à le lire adulte, ce qui est un petit peu plus rare. Parce que, en fait, le problème avec un auteur comme Dickens, c'est que quand on a comme personnage des enfants, on est souvent assimilé en France à un auteur pour enfants. Oui, ce qui n'est pas franchement le cas de Dickens, dont l'humour est franchement incompréhensible avant, je dirais, 12 ou 13 ans. Oui. C'est un humour très raffiné, très particulier, et qui existe même dans ses titres les plus dramatiques. Oui, parce que c'est un peu un paradoxe. On pense que Dickens, c'est évidemment le romancier de l'état de pauvreté, de la difficulté, de la douleur, et c'est aussi plein d'humour, et c'est ça qui va le caractériser. Et même dans ces livres qui évoquent la pauvreté, et ce qui est particulier, c'est qu'en fait, j'évoque surtout les 10 dernières années de sa vie. Oui, bien sûr, ça on va en reparler. Auquel il a consacré donc une espèce de tournée de rockstar. C'est très bizarre. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait un succès fou en 10 ans, en lisant ses textes, d'abord en les lisant, et puis peu à peu en les disant, parce qu'il les connaissait par cœur. Et en fait, c'était toujours les extraits de 3 livres différents qui étaient Oliver Twist. Alors là, c'est tout à fait la misère londonienne, la maigre et tous les bas-fonds de Londres. Et très, très dramatique. Et malgré tout, parfois très drôle. Pickwick, qui est un livre qui est plein d'humour, oui, bien sûr. Moi, quand je veux être de bonne humeur pour m'endormir le soir, je prends du Pickwick et puis je me marre tout seul. Et donc, c'est très, très drôle et très fin. Est-ce que vous l'avez lu, par exemple, Kerwin Spear ? Personnellement, moi, je ne l'ai pas beaucoup lu. Je pensais qu'on avait donné aux garçons. D'ailleurs, je ne sais pas si ce n'était pas une littérature un peu pour garçons, mais... Je le redécouvre à travers les pages de Philippe Delerme. Ah, oui, donc... Et ça miroite, et l'œuvre miroite c'était un peu ancien, avec des fragments de souvenirs que j'ai de l'œuvre de Dickens. Oui. C'est une réminiscence. En fait, en plus, quand on était enfant et qu'on lisait Dickens, c'était souvent des versions extrêmement raccourcies de ses romans. Sans doute. C'était souvent David Copperfield en collection Rouge et Or, 200 pages, alors que le roman en fait plus de 1000, comme quasiment tous les romans de Dickens. Et notamment tous les passages qui sont absolument incompréhensibles par des enfants. Mais je pense que les Anglais sont plus ouverts au fait que l'esprit d'enfance peut être présent toute la vie. Et chez nous, il y a plus une ségrégation à l'égard de l'enfance. C'est peut-être
plus ça, je ne sais pas. Mais il y a bien sûr le style, ce qu'il raconte, et tout ce que vous dites, l'ampleur de cette œuvre. Il a écrit une quinzaine de romans absolument majeurs. Mais est-ce que c'est pas aussi, j'allais dire, la vie de Charles Dickens qui vous a touché ou passionné? Il faut rappeler que très tôt, il est dans une famille un peu étrange, finalement. Et à 12 ans, il va travailler dans une usine de cirage. Ça, c'est incroyable. Incroyable, parce que c'est pas une famille pauvre, c'est pas une famille totalement pauvre. C'est une famille qui a des prétentions à la bourgeoisie, mais qui n'a pas du tout la notion de l'argent. Alors ses parents se retrouvent en prison pour dette. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'il a une sœur qui a des velléités artistiques et à laquelle on fait poursuivre des études musicales, alors que lui, on le colle dans une usine de cirage où il colle des étiquettes à 12 ans. Et il va devenir le plus grand écrivain du monde à son époque. Et c'est pas incroyable de penser que le plus grand écrivain du monde, à 12 ans, a travaillé dans une Mais il va s'en inspirer, bien sûr, parce que quand il travaille comme ça, jeune, il observe, il ouvre les yeux, il se promène dans l'ombre, il va regarder dans tous les quartiers, voilà. Et après, ça va nourrir son œuvre. Tout à fait. Il connaît toute la fange et de Londres, et il l'exprime notamment dans Oliver Twist, qui est un roman très fort. Oui. Alors, c'est ce qui est la question, c'est avec cette enfance-là, qui n'est pas heureuse au premier abord, d'où tire-t-il cet humour, d'où tire-t-il ce tempérament? C'est ça. Oui, vous avez raison de dire tempérament, parce que tous les gens qui l'ont rencontré, même à la fin de sa vie, disent que c'était vraiment quelqu'un de très empathique, très enjoué comme ça. Il a 10 enfants. Alors, il a eu 10 enfants. Mais alors ça a été un peu un échec. Oui, on ne sait pas parce que ces 10 enfants l'ont tous déçu. Donc, et c'est ce qui est un peu incroyable. Et puis son épouse aussi, sa vie avec son épouse n'était pas très génial, et il a fini par la quitter. Il a eu une maîtresse, qui n'était pas non plus une histoire d'amour dingue. Il est passé un peu à côté de sa vraie vie, et par contre sa vraie vie, il l'a trouvée sur les planches, avec un public populaire, qui rencontrait comme ça dans des salles qui allaient jusqu'à 2000 personnes, ce qui paraît incroyable à une époque où il n'y avait pas de sono. Comment il faisait, et les gens riaient, pleuraient, tout le monde témoigne de ça, qu'il y avait des réactions vraiment incroyable et de sympathie. Et pour lui, c'était une espèce de drogue incroyable à laquelle il s'est livré et qui a fini par l'exténuer. Qui l'a exténué et qui a conduit à sa mort. Je ne sais pas si vous pensiez, pardon de revenir à l'humour, mais est-ce que vous voyez Charles Dickens comme un auteur humoristique, vous? Moi, personnellement, non, pas tout de suite. Mais... C'est une qualité rare en littérature. Très rare, oui. Et c'est effectivement un trait de votre livre aussi. Oui. Ça, c'est la malice de Philippe Delerme. C'est sa malice. Oui. C'est ça, donc on vous retrouve. Alors, effectivement, il va aimer se produire, mais parce que ça remonte aussi à l'enfance, Philippe Delerme. Oui. Parce que son père le fait monter sur les tables et lui demande de chanter, de Son jouer. père est fier de lui. Oui. Alors c'est ça, incroyable. C'est ça qui est incroyable, parce qu'il le laisse complètement tomber. Alors la vie de Dickens est curieuse, parce que ses parents le mettent dans une fabrique de cirage, et en même temps, le soir, Charles Dickens, quand il quitte sa fabrique de cirage, il rejoint ses parents à la prison pour dette, qui était d'ailleurs où la vie familiale s'installe. Alors a priori, moi je trouvais ça très misérable, la prison pour dette, mais visiblement c'était pas si grave que ça à l'époque. On mettait les gens comme ça en prison pour dette pour un petit moment, et puis après ils en sortaient. Enfin voilà, on pouvait faire ça un peu impunément, c'était assez curieux. Toujours est-il que c'est là qu'il rencontrait ses parents le soir. Et puis donc, il se prend à ce jeu de théâtre, et à la fin, ces 10 dernières années de sa vie, comme vous dites, il va sur les tréteaux partout, même aux États-Unis, partout, et il est vu comme une rockstar. Enfin, aux États-Unis, on l'écoute. Ce sont des triomphes. C'est vrai que la langue anglaise est un peu particulière. C'est vrai qu'on sait très bien, par exemple, qu'être traduit en anglais, c'est beaucoup plus difficile que d'être traduit en chinois ou en coréen, parce que c'est vrai que l'anglais est un continent à soi tout seul. Il y a un nombre de mots de vocabulaire. Et le succès, quand Dickens était jeune, quand Dickens était jeune, il a fait un premier voyage aux États-Unis, et il avait écrit que 3 ou 4 romans, mais il était déjà une star à l'époque. Et alors après, quand il a fait sa tournée de théâtre aux États-Unis, c'était de la folie. On ne se rend pas compte. Il s'est épuisé, il en est mort très jeune quand même. 58 ans quand même, oui. Il a vraiment... je crois qu'il avait certainement en lui des gènes qui lui auraient permis de vivre beaucoup plus longtemps s'il n'avait pas fait ça. Vous le comparez à Victor Hugo, non seulement par l'ampleur de l'œuvre, parce que par l'intérêt pour les petites gens, entre guillemets, et puis pour la popularité. Oui, par la popularité, et puis le rôle social, et aussi, c'est vrai que tous les deux se sont investis politiquement, notamment dans la vie des prostituées, dans la vie des enfants, et puis de la même manière,
À une différence près, c'est que Victor Hugo est complètement dénué d'humour. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de poésie, mais... Oui, mais j'aurais du mal à trouver une page drôle de chez Victor Hugo. Mais par contre, ils se sont rencontrés, et c'était une absence de rencontre. Alors ça m'a amusé à évoquer aussi, parce que c'est vrai que les écrivains ne sont pas forcément faits pour se rencontrer. Non, ils auraient pu, ils ont pu, oui. Comme dit Marcel Proust, la vraie vie, c'est la littérature. Donc, dans la vraie vie, on ne se rencontre pas tout à fait. Alors, un qui savait, lui, manier l'humour, c'est quand même Romain Gary. Enfin, c'est un peu un humour acide dans ses portraits, dans certains de ses personnages. Donc, lui, il n'en était pas dénué, même s'il avait aussi une forme de gravité. Alors, Kerwin Spear, on vous doit donc cette trilogie sur Romain Gary. Alors, moi, je dis, pour moi, c'est un ovni, ce livre. D'abord parce que vous êtes jeune et qu'au fond, votre œuvre se concentre sur cet auteur Romain Gary. Vous avez écrit votre thèse de doctorat sur Romain Gary. Cette fois-ci, c'est donc le 3e volet dont nous allons parler. On est donc à la fin. Mais les 3 sont passionnants, absolument passionnants. Celui-là, donc, c'est Romain Gary alias Émile Ajar, donc cette espèce de supercherie littéraire dont on va parler. Mais d'abord, qu'est-ce qui vous amène à Romain Gary, un auteur qui, quand même, il faut le reconnaître, n'a plus, à un moment, a été éclipsé, n'a pas plu, a été mis au banc d'une forme de société littéraire, peut-être pour des raisons politiques d'ailleurs, bien sûr, puisqu'il était gaulliste et qu'à ce moment-là, il fallait être un homme de gauche pour appartenir au milieu littéraire. Qu'est-ce qui fait que vous vous intéressez à cet homme? Une forme de dette, oui. Une dette de lecteur. Qui miroite un petit peu avec celle dont parle Philippe Delerme à l'égard de Dickens. J'ai lu Gary à l'âge de 18 ou 20 ans. Oui, mais vous auriez pu ne pas le lire. Enfin, je veux dire... J'aurais pu ne pas le lire. C'est une rencontre, c'est une vraie rencontre. Et au-delà d'une rencontre, peut-être un transfert, en quelque sorte, puisque c'est opéré la conscience que par le pouvoir de l'imaginaire, on pouvait bousculer tous les déterminismes. C'est ce que dit joliment Momo, le personnage de La vie devant soi, qui en bute face aux lois de la nature. Et cette conscience que par le pouvoir de l'imaginaire, on peut recommencer, réinventer, réenchanter un monde, c'est la grande leçon humaniste de Gary. Et j'ai eu la volonté, c'était il y a de cela une vingtaine d'années, 15-20 ans, j'ai eu la volonté de lui rendre hommage et de lui rendre justice. Justice parce que justement, vous l'avez évoqué, il était injustement considéré. Oui, en particulier par l'université. À la fois, il naît dans un, on va en reparler, comme d'ailleurs Charles Dickens, dans un milieu qui ne va pas le prédisposer à la littérature, à devenir ses écrivains. Donc là, il y a aussi une façon de s'extraire de ce déterminisme, tous les deux finalement. Et puis aussi, effectivement, le rejet qui va susciter après la guerre, dans ces années 70, 60-70. Et aussi, par son œuvre iconoclaste, l'université le rend insaisissable, finalement. On a du mal à le catégoriser dans une société intellectuelle, dans une classe intellectuelle qui préfère avoir tort avec Sartre que raison avec Aron, finalement. Alors, on en est revenu un peu, j'allais dire Dieu merci, mais c'est vrai, Philippe Delerme, on a vécu sous cette emprise-là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Romain Gary était quelqu'un d'un peu énigmatique, hein, si c'est vrai, même physiquement, mais il en parle même lui-même. Il trouvait qu'il avait une gueule, comme il disait, qui ne correspondait pas forcément à son époque, à ce qu'il était, à son époque, même à son époque. Déphasé. Il avait une façon d'être gaulliste. Par contre, je ne sais pas s'il y avait un préjugé politique à son égard, parce qu'il avait une façon d'être gaulliste qui a toujours été assez flamboyante. Voilà. Et pas du tout conservateur. Et pas conservatrice, voilà. Tout, oui. Il était gaulliste différent, lui. Il ne voulait même pas être dans une manifestation de soutien à De Gaulle. Il ne voulait pas y participer. Non, il était plutôt du côté des étudiants de mai 68, et lorsqu'il s'est confronté à la foule descendant les Champs-Élysées pour soutenir le général, il n'allait pas faire la manifestation. Il était moderne, en fait. Oui, il était et individualiste, on va dire. En fait, il n'aimait pas être dans un troupeau. Franc-tireur. Franc-tireur. Puis pour moi, c'est quand même quelqu'un qui a vécu avec Gene Seberg, c'est quand même un mythe incroyable. Oui. Alors là, dans ce 3e volet, nous le prenons donc avec cette fameuse affaire incroyable de ce second prix Goncourt en 1975. Mais ça commence, votre livre, bien sûr, par le suicide. Nous sommes le 2 décembre 1980, il a 66 ans. Et vous le décrivez rapidement, mais évidemment, c'est poignant. Il laisse une lettre, évidemment, mais qui dit bien qu'il n'a rien à voir avec le suicide de Gene Seberg. Mais qu'est-ce que c'est Est-ce qu'il y avait ce tragique en lui, ou cette idée qu'il vieillit et que son corps ne va pas suivre, que le désir ne va pas suivre Il y a les deux. Il y a peut-être avant tout, et en préambule, un geste intime qu'il est très délicat d'expliquer. Et Gary l'a fait avec ses mots, disant que ce n'était pas là une dépression, sinon à considérer que toute sa vie était innervée par
l'état de dépression et que cela lui avait permis de mener à bien son œuvre. Ce sont ses mots. Ce qui est vraisemblable, oui. Mais si on s'attache à ses premiers écrits, à ses ouvrages de jeunesse, à ses romans d'apprentissage tels qu'Éducation européenne, Le Grand Vestiaire, on a des personnages qui se suicident. Oui. Et il y a cette question irrésolue, comment vivre après Auschwitz, dont toutes les tentatives romanesques de réenchantement à travers les personnages qui peuplent la galerie Romain Gary esquissent des réponses, sans jamais trouver Parce que ce n'est pas dit très explicitement, l'allusion à la Shoah ou l'allusion à sa judaïté. Elle n'est pas très explicite dans l'œuvre de Romain Gary, je dirais. Elle est cryptique dans l'œuvre, elle est assumée dans ses correspondances privées, dont les lettres à Sigurd, que Gallimard a publiées au mois d'octobre, et qui montrent un écorché vif, qui a conscience non pas d'une spiritualité, mais d'une communauté de destin, d'une communauté d'origine, qui va le rattacher à une conscience du monde. Et faisant ces tentatives de survie à travers ces personnages, il teste des réponses, jusqu'à la résistance symbolique, pacifique, altruiste d'un Morel dans Les Racines du ciel, qui lui vaudra le Goncourt 56. Mais à chaque fois, il trouve qu'il y a une forme d'infirmité, finalement, dans ces tentatives de réponse, dans ces gestes esquissés. Et cette profonde mélancolie, ce spleen slave aussi, le rattrapera l'âme slave aussi, dans une mort qu'il aura choisie à l'âge de 66 ans. Alors, évidemment, ça c'est le début de votre livre, et puis après il y a tout le développement sur sur cette fameuse double identité. Enfin, il en a pris plusieurs, mais enfin, notamment ce pseudonyme d'Émile Ajar. Alors là, qu'est-ce qui explique? Parce qu'à ce moment-là, il écrit au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable, il va publier, et puis aussi La nuit sera calme, qui est comme une autobiographie, enfin, c'est un entretien qui le révèle lui. Ça c'est lui qui le publie sous son nom. Et puis, parallèlement, il veut faire autre chose. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il se dit, je crois que c'est vous le citez, il est claustrophobique dans sa propre peau. Il se sent enfermé, il veut changer, il veut renaître. Qu'est-ce qu'il veut faire pour écrire sous une autre identité? Oui, il veut renaître. Il nous dit aussi un mot dans Vie et mort d'Émile Ajar, son testament littéraire. Ça, il sera publié après sa mort. 6 mois après sa mort, il nous dit « Je voulais recommencer ». Il ne veut pas renouveler quelque chose qu'il a déjà porté au nu, auteur à succès qu'il est. Il veut véritablement inventer toute autre chose, dans un tout autre genre, en phase avec l'époque. Il est en fait comme le personnage de Ionesco dans Le Roi se meurt, qui dit en fait, tout à fait à la fin de sa vie, je voudrais redoubler. Je voudrais renouveler. Redoubler. Oui, oui, c'est ce qui. Mais bien sûr, voilà. Donc il veut repartir, voilà. Il veut recommencer à zéro. Il veut se délier de ses identités, de ses étiquettes, y compris de celle du gaullisme. Tonton Macoute est un personnage de pseudo, fervent gaulliste. Il a conscience que dans une société qui catalogue, qui étiquette, qui associe à des camps, il a conscience qu'il doit se débarrasser de tous ses oripeaux. Oui, il faut dire qu'il en a souffert, parce qu'il a eu le sentiment d'être mis dans une case politico-historique. Tout à fait, lui, puisqu'on parlait du destin de Dickens, lui dont la sociologie, dont les origines, dont l'exil, dont la conviction qu'il doit à chaque fois se relever de brimades, d'humiliations. Oui, d'épreuves, bien sûr. Eh bien, tout cela l'aura forgé, l'aura infiniment porté, et l'aura conduit aussi à jouer dans la cour de l'histoire littéraire, de l'histoire politique, à être dans le théâtre de la politique aussi à sa façon, avec une grande fidélité au général de Gaulle, mais d'une fidélité qui n'est pas partisane. Oui, très particulière à l'homme, enfin, à l'engagement de 40. En fait, il est très singulier. Moi, j'ai vu récemment une émission littéraire à laquelle il participait, et dans laquelle il exprimait son féminisme, qui est aussi une chose assez étonnante, parce qu'il a quand même un physique de macho, de très beau macho, impressionnant, qui aime les femmes, oui, avec un rapport particulier avec les femmes, et en même temps, il fait preuve d'un féminisme très moderne, et là, il y avait comme ça une espèce de décalage, je pense, en lui, qui est traduit aussi par toute cette histoire aussi de subterfuge voilà. Il y a des cassures. Il y a des cassures, voilà. Il y a l'histoire avec sa mère qui, bien sûr, le hantera toute sa vie, mais qui va occasionner un rapport aux femmes sans doute particulier, parce qu'il y a eu la mère, évidemment. Là, quand on parle de judaïté, je trouve qu'il y a un point commun avec Albert Cohen aussi, parce que tous les deux ont écrit les deux plus beaux livres qui existent sur une mère. C'est la promesse de l'aube et puis le livre de ma mère d'Albert Cohen. Et il y a des points communs aussi dans la façon de sentir et dans l'autodérision. Surtout, il y a une autodérision. La promesse de l'aube, c'est un de mes
livres préférés. Bah, bien Et sûr. c'est un livre qui fait preuve d'une autodérision extraordinaire. Plein d'humour. Plein d'humour. Un humour très affectueux sur sa mère, mais quand même très moqueur aussi. Enfin, il y a des tas de scènes où il se moque d'elle, bien sûr. Oui, on a le sentiment que le lecteur est un yo-yo presque, Oui. qui balance d'une page à l'autre, d'un chapitre à l'autre, et même au sein même d'un chapitre, entre des sentiments très contrastés. Oui. Et c'est l'écriture des émotions, finalement, qui caractérise l'œuvre de Gary, d'une écriture à fleur de peau, mais qui a aussi cette capacité, cette tendre ironie envers lui-même. Ouais. Et Gary l'assume, la tête haute, cela, à l'âge de 46 ans, lorsqu'il fait paraître La promesse de l'aube, après que le succès du Goncourt l'ait protégé, en quelque sorte. Oui, oui. Bien sûr. J'ai une anecdote assez amusante par rapport à cela, parce que c'était un écrivain quand même qu'on étudiait pas mal au collège, et notamment qui tombait au brevet des collèges. Ah oui. Il y avait une année où il y a eu le sujet de brevet, c'était un texte de La promesse de l'aube, où donc un texte où il évoque justement la honte qu'il avait que sa mère Alors, sa l'accompagne. mère vient le voir quand il à la est caserne. apprenti Et soldat, alors, apprenti aviateur. le sujet de la Ah oui. rédaction, c'était Goguenard, un camarade de Chambray, raconte la scène, puisqu'il s'agissait de faire évoquer à la manière d'eux un petit peu dans les sujets de rédaction. Et alors, ce qui était drôle, c'est que la plupart des élèves qui passaient l'examen avaient cru que Goguenard, c'était le nom du personnage. le soldat Goguenard, etc. Et là, il aperçoit bien sûr les rires, il entend les rires derrière quand sa mère l'embrasse et lui... C'est ça. Évidemment, mais il en parle aussi avec énormément d'affection à ce moment-là. Ça, c'est quand elle magnifique. vient le voir. C'est magnifique. C'est magnifique, ce passage est absolument magnifique. Alors, c'est Émile Ajar qui va donc naître. Il va le faire incarner par son neveu, petit-neveu, Paul Pawlowski, pour détourner l'attention. C'est totalement, évidemment, abracadabrantesque. Il se cache en Suisse, au Danemark. Enfin, on ne va pas raconter le détail, mais c'est vrai que c'est une drôle d'histoire. Donc, on a compris pourquoi il voulait renaître ou j'allais dire, changer d'identité aux yeux du monde. Et c'est vrai que là, alors là, le style qu'il invente est totalement, radicalement différent dans La vie devant soi. C'est une voix. Oui. C'est une voix qui nous fait entendre avec un vrai corpus, une voix qui est nouvelle dans la littérature. Certains pensent un peu trivial, un peu de langue parlée, mais très travaillée. Quand on s'intéresse à ces manuscrits, on se rend compte que l'oralisation d'un dialogue, d'un chapitre, est innervé de subtilité, de syllabes ravalées, de ponctuation travaillée. Et c'est un texte, finalement, qui a ses codes. Et l'œuvre d'Ajar, qui est une œuvre recommencée, a également son identité, son esthétique. mais totalement différente de celle de Romain Gary. Enfin, Et pourtant, Ce avec qui m'a des formes frappé, qui c'est- miroitent. Ce qui m'a frappé, c'est que dans votre livre, quand il est fait allusion à cette écriture de La vie devant soi, Oui. les références, c'est presque toujours Raymond Queneau. Et moi, je trouve qu'il y a une autre référence qui me paraît évidente, c'est Céline aussi. Ah, mais tout dont à on parle fait, pas. bien sûr. Bien sûr. Un peu brute, un peu gouailleuse, enfin Oui. un peu, bien sûr. L'œuvre d'Ajar est celle d'un styliste, mais aussi une chambre d'écho à Oui. toutes les questions qui taraudent la société des années 70, qui voit ce point de bascule après 68, avec ces tensions sur la modernité, sur les questions de société. On parlait de la tension des engagements politiques, des combats de Dickens, en particulier auprès des figures de prostituées, cette humanité des paumés, des marges. Paumé, oui, bien C'est sûr. aussi celle qu'on retrouve dans l'œuvre d'Émile Bien Ajar, sûr. qui est un réceptacle d'humanisme, extrêmement tendre, extrêmement charnel, et qui est aussi une leçon, un autre degré d'écriture de cette œuvre, de géopolitique. Cet amour filial entre une vieille prostituée juive et un Oui, petit Madame adolescent Rosa arabe. qui accueille des pères dépaumés et des jeunes enfants, dont Momo, lui, jeune musulman. Et il y a ça, cette solidarité qui se crée à Belleville, Oui. dans ce milieu sans culture, bien sûr, dont il retrace le langage. Et c'est aussi une réponse à la guerre des 6 jours. Oui. C'est aussi une réponse aux tensions identitaires. Et c'est la grande leçon humaniste apaisée que nous offre Gary. Et je crois que c'est ce qui fait, c'est un trait de caractère de cette œuvre, une œuvre universelle, une œuvre intemporelle, dont aujourd'hui nous sommes à la 3e ou 4e génération de lecteurs. Ah oui, et qu'il faut vraiment, je dois dire, réaffirmer, parce que c'est important de lire cet homme qui a été à la fois courageux physiquement, engagé, écrivain, amoureux de la littérature et du monde. Est-ce que vous préfériez Émile Ajar ou Romain Gary, Philippe Delerme? Moi, je préfère Romain Gary, Oui, mais la construction, personnellement, moi aussi, la mais- construction est quand même extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors, il a ce deuxième prix Goncourt, bien sûr, c'est interdit, absolument, c'est quelque chose qui ne peut pas exister. Est-ce qu'en fait, il en est heureux au fond de lui-même de ce deuxième prix Goncourt? Ça l'embête quand même un peu, non?
Enfin, d'abord, à un moment, il pense le refuser. De toute façon, Oui, il refuse en 1974 pour le premier Ajar, Gros Oui, pour câlin, il Gros refuse câlin. le Renaudot. Avant même que le jury ne se soit décidé, mais parce qu'il a des échos de ce théâtre littéraire qui lui parviennent et il sait qu'il est favori. Robert Gallimard cherchera à le dissuader d'accepter le Goncourt pour La vie devant soi, on est en 1975, puis il le dira dans un fragment d'archives. Oui. Oh, et puis merde, celui-là, je l'accepte. Parce que sa fierté, son orgueil et ce côté supercherie, finalement. Ce n'est pas une imposture, c'est une supercherie. Oui. C'est Bernard Pivot qui a trouvé le mot sur le plateau Parce qu'il y a une d'Apostrophe. célèbre émission, bien sûr, au cours de laquelle on va comprendre, après la mort de Romain Gary, qui a écrit vraiment La vie devant soi. Voilà. Cette supercherie est une réjouissance, une fête en réalité. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir les tensions de l'auteur face à lui-même, dans le huis clos de son bureau du 108 rue du Bac, ou s'échappant du Paris littéraire pour trouver un peu de quiétude à Majorque, à Puerto András, où il a cette maison, les pieds dans l'eau, ce fortin mauresque. Je voulais qu'on voit Gary dans le tumulte d'une course frénétique à l'existence publique, à voir son personnage s'émanciper de lui-même. Je voulais qu'on le voie douter, fébrile, mais en même temps profondément heureux. Deux prix Goncourt, quelque chose qui n'est jamais arrivé dans la République des Lettres, mais deux grands livres aussi, bien sûr. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous voir pour nous parler de nos auteurs que nous aimons et qu'il faut relire ou lire tout simplement. Et c'est très important. Philippe Delerme, c'est Le suicide exalté de Charles Dickens. Vous avez compris que vous pouvez relire cet auteur anglais. Et puis Kerwin Spear, alors là, c'est trois volets de la vie de Romain Gary. Le dernier, c'est bien sûr sur sa vie littéraire sous le pseudonyme d'Émile Ajar et son second prix Goncourt. Et les deux livres sont passionnants, mais aussi personnels, parce qu'on sent les auteurs derrière. Voilà, évidemment. Alors, quelques coups de cœur pour terminer cette émission. D'abord, un livre dans la vie de Primo Levi. Ça, c'est donc le signé Fabrice Guignot aux éditions Arléa. C'est absolument bouleversant. C'est un petit livre qui parle de la dernière nuit de Primo Levi à Auschwitz, avant la libération du camp. Et puis, jusqu'à ce que mort s'en suive, ça c'est en folio, mais c'est bien de rappeler que des livres sortent en folio, c'est Olivier Rollin. Et puis, pour ma part, alors moi, je prône pour ce livre qui est un livre... j'allais dire d'hommage à Philippe Tesson, qui a été mon premier patron de presse, mais un immense journaliste, patron du quotidien de Paris notamment, de Combat avant. Et Philippe, ici sont rassemblés les articles, les entretiens, des éditoriaux brillants, bien sûr. Il n'a pas écrit de livre, Philippe Tesson, il a beaucoup écrit toute sa vie, et puis il y a aussi des préfaces. Voilà, il faut se souvenir de Philippe Tesson. Merci infiniment à tous les deux d'être venus nous voir. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons très vite pour un nouveau numéro d'Au Bonheur des livres. Bonne lecture, bien sûr. À très vite.